sommaire de cette édition en Algérie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le centre d'Alger à la veille de l'élection présidentielle. L'ancien président gambien Yahya Jammeh est toujours adulé par une partie de la population, malgré les témoignages accablants qui se succèdent devant la commission Vérité et Réconciliation. Et puis au Mali, l'invitation du président français Emmanuel Macron au président sahélien passe mal. Le fils de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds publics. C'était ce mercredi, au 3e jour de son procès, devant un tribunal de Luanda. Reportage. Si je n'étais pas le fils de l'ancien président de la République, je ne serais pas ici pour être jugé par vous, a lancé José Filomeno dos Santos au juge João da Cruz Pitra qui préside les débats du tribunal suprême. Ex-patron du fonds d'investissement souverain angolais, dos Santos, 41 ans, comparaît avec 3 autres prévenus pour détournement de fonds publics et blanchiment. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale angolaise vers un compte Crédit Suisse à Londres dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Ce mercredi, José Filomeno dos Santos a répété que ce virement entrait dans le cadre d'un projet parfaitement légal qui devait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement. Les 500 millions devraient être gérés selon un contrat signé entre la banque et un consortium qui n'a pas été exécuté parce qu'il a été annulé par le nouvel exécutif, s'est-il défendu. Je n'ai jamais été le partenaire ou le représentant d'une entreprise à qui la banque a versé cet argent, a insisté le prévenu. Je n'ai fait que transmettre une lettre de projet à l'ancien président qui m'a autorisé à assister à des réunions en tant que président du Fonds souverain. José Filomeno dos Santos est le premier membre de la famille de l'ex-président poursuivi devant la justice. Surnommé Zedou, il avait été incarcéré en septembre 2018, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars. Il risque de 2 à 12 ans de prison. Massivement rejeté par le mouvement populaire de contestation du régime qui agite le pays, l'élection présidentielle s'est ouverte ce jeudi matin en Algérie. Même si aucun sondage n'a été publié, les observateurs s'attendent à une abstention très importante. Après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite ayant emporté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens votent ce jeudi pour élire son successeur lors d'une présidentielle perçue comme une manœuvre de survie du régime. Le Hirak, mouvement anti-régime né le 22 février et ayant obtenu la démission en avril de Bouteflika, reste farouchement opposé à ce scrutin que le pouvoir, aux mains de l'armée, veut organiser coûte que coûte. Le mouvement dénonce une mascarade électorale, exige la fin du système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous ceux qui ont soutenu ou pris part aux 20 ans de présidence de Bouteflika. Les 5 candidats à la présidentielle sont tous considérés par la contestation comme des enfants de ce système et accusés de lui servir de caution. Les quelques 61 000 bureaux de vote sont ouverts à 7h GMT à travers le pays. Ils doivent fermer à 18h, mais aucun chiffre ne devrait donc être disponible immédiatement. En cas de second tour, il aurait lieu dans les prochaines semaines. Lors des précédents scrutins, le taux de participation avait été annoncé tard dans la soirée et les résultats le lendemain. À Alger, la situation semble contrastée. À Bad Deloued, une centaine d'électeurs, dont de nombreux jeunes, se sont pressés dès l'ouverture et contre toute attente au principal bureau de vote de ce quartier populaire. Mais l'affluence semble faible dans d'autres bureaux. À noter que 2 centres de vote ont été saccagés ce jeudi à Béjaïad, grande ville de la région algérienne, frondeuse de Kabylie située au nord, par des opposants au scrutin présidentiel qui a débuté dans la matinée.
Et puis on reste en Algérie où plusieurs milliers de personnes ont manifesté, c'était contre cette élection présidentielle dans le centre d'Alger. Cette manifestation est intervenue donc à moins de 24 heures de ce scrutin massivement rejeté par la rue. La police algérienne a violemment dispersé ce mercredi après-midi dans le centre d'Alger une large manifestation de protestation contre l'élection présidentielle à moins de 24 heures d'un scrutin massivement rejeté par la rue. Vers 15h40 GMT, plus de 200 policiers anti-émeutes, armés de boucliers de matraques, ont chargé près d'un millier de manifestants encore assemblés devant la Grande Poste, au lieu de la contestation dans la capitale, survolée par un hélicoptère. La charge a provoqué un mouvement de foule et au moins 8 personnes ont été blessées dans le cohue, dont 5 ont été évacuées sur des brancards ou par ambulance. La police a procédé à une trentaine d'arrestations. La foule a été dispersée, mais une fois le retrait de la majorité des policiers, quelques 300 jeunes sont revenus scander des slogans anti-élection, déclenchant une nouvelle charge et de nouvelles arrestations. Les élections n'auront jamais lieu dans ces circonstances impossibles. Nous sommes pour les élections et contre les gangs. Normalement, les élections sont organisées par la volonté du peuple et jamais contre. Nous sommes pour des élections, mais nous sommes contre ce gang. Ce gang doit partir. Ces élections ne répondent pas aux aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien dit tout le temps pas d'élections avec les gangs. Ces élections ne sont que recyclage du régime de Bouteflika et même du régime qui le précédait, qui à chaque fois que le peuple s'est soulevé a tenté de récupérer son pouvoir en vigueur depuis 57 ans. Des manifestations réclamant l'annulation du scrutin se sont aussi déroulées ce mercredi en province, notamment à Constantine, deuxième ville du pays, Béjar, Tlemcen, ainsi qu'à Bouira et Tizi Ouzou, ville de la région de Kabylie. Je l'annonçais en titre, rassembler la société civile et une classe politique divisée autour d'une table pour relever un Mali en guerre. Tel est le credo affiché par les autorités maliennes, dans le cadre du dialogue politique qui s'ouvre à Bamako samedi prochain. Les détails. Ce dialogue national inclusif qui durera du 14 au 22 décembre prochain doit permettre au président Ibrahim Boubacar Keïta de reprendre la main, lui qui paraît isolé après un automne sanglant où plus de 140 soldats maliens ont perdu la vie dans des attaques djihadistes sans que les autorités n'arrivent à endiguer la violence. L'idée est de dégager la démarche politique qui, d'un avis largement partagé, doit aller de pair avec la réponse militaire face à une crise qui n'est pas seulement sécuritaire mais multiforme, humanitaire, étatique, économique, voire climatique. Ce dialogue aura lieu dans un climat de pessimisme face à l'évolution de la situation au Mali et au Sahel. Le Niger a perdu ce mardi 11 soldats lors de combats avec les djihadistes près de la frontière malienne, selon un bilan officiel. Cela a conduit l'Élysée à annoncer le report d'une rencontre prévue lundi entre Emmanuel Macron et ses homologues du Sahel et destinée, selon les mots du président français, à reclarifier le cadre et les conditions politiques de l'intervention militaire française dans la région. Le dialogue malien se tiendra lui-même sans les principaux opposants du président Keïta. Soumaïla Cissé, arrivé second à la présidentielle de 2018, a décliné l'invitation. Les anciens premiers ministres Modibo Sidibé et Tchèque Modibo Diarra, anciens candidats à la présidentielle eux aussi, tournent également le dos. Quant aux groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015, ils laissent planer le doute. Dans un communiqué conjoint début décembre, les deux principaux rassemblements de groupes armés, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad, ont indiqué ne pas émettre d'objection à participer au dialogue, à condition que l'accord ne soit pas rediscuté. Bientôt 3 ans après s'être fait chasser du pouvoir, l'ancien président gambien Yaya Jammeh est toujours adulé par une partie de la population, et ce malgré les témoignages accablants qui, depuis janvier, se succèdent devant la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant son régime, alors qu'il vit désormais reclus en Guinée équatoriale. Les militants de son parti, la PRC, profitent de chaque occasion pour réclamer son retour. Le 1er décembre 2016, le dictateur gambien Yaya Jammeh perdait l'élection présidentielle. C'était la fin d'un régime brutal qui a duré 22 ans
dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, enclavé dans le Sénégal. Mais 3 ans plus tard, des irréductibles adulent toujours l'ancien tyran, désormais exilé en Guinée équatoriale. C'est le seul président qui est capable de développer la Gambie. C'est le seul président qui sait de quoi on parle et qui nous comprend. Depuis près d'1 an, les témoignages accablants se multiplient devant une commission vérité et réconciliation. Torture, exécution d'opposants, l'ancien dictateur est même accusé de viol. Mais ses supporters rejettent en bloc ces accusations. Ils assurent que l'ancien parti présidentiel, l'APRC, survivra à ce grand déballage. On le voit ici, et tous ces gens qui affichent leur amour pour lui. La commission Vérité et Réconciliation doit voir qu'il y a toujours des gens qui aiment l'ancien président. Pour son rassemblement annuel, le parti de Djamé a attiré plusieurs milliers de personnes. Une démonstration de force pour un mouvement qui ne compte plus que 5 sièges sur 58 à l'Assemblée nationale. C'est une conséquence paradoxale de l'ouverture démocratique permise par son départ. Les soutiens de Djamé se font entendre et ils l'utilisent comme symbole et comme cri de ralliement pour leur parti. Presque tous les soirs, quelques soutiens de Djamé se donnent rendez-vous. Ils se réunissent dans la maison du nouveau chef du parti, Fabakary Tombong Jatta. La formation fait souvent courir la rumeur d'un retour imminent de l'ancien président. Il a le droit de revenir et il reviendra, si Dieu le veut. Il sera bientôt de retour, ce n'est qu'une question de temps. Il est presque sur le chemin du retour. Mais si Yahya Jammeh revenait en Gambie, il risquerait alors, très certainement, de devoir faire face à la justice. Et pour finir, une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens britanniques vient de passer 6 semaines dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud. Elle y est pour préparer une voiture hors du commun à une tentative de record du monde de vitesse au sol. Pied au plancher, en plein désert. À 900 km/h dans le Kalahari, en Afrique du Sud, la voiture du projet britannique Bloodhound n'est encore qu'en phase de test. Dans le viseur, le record du monde de vitesse au sol, actuellement de 1223 km/h. Ici, c'est le lit d'un lac asséché au cœur du Kalahari, l'un des rares endroits au monde assez plat pour atteindre de telles vitesses. Pour propulser ce drôle d'oiseau, un réacteur d'avion de chasse sous lequel s'ajoutera plus tard un moteur de fusée. Le tout sur 4 roues d'aluminium. Alors cette voiture, parce que oui, il s'agit bien d'une voiture, a un volant, une pédale pour accélérer et une pédale pour freiner. La puissance totale aujourd'hui en Afrique, c'est 50-54 000 chevaux, ce qui équivaut à 9 tonnes de poussée. Pour piloter un tel bolide, difficile de trouver plus qualifié que Andy Green, actuel détenteur du record du monde de vitesse au sol et ancien pilote de chasse. Ce sont des sensations très différentes, un environnement très différent, un véhicule très différent. Mais les aptitudes qu'il faut pour surveiller la haute vitesse, la contrôler, prendre des décisions en se demandant « est-ce que tout a l'air OK ? Est-ce que c'est sûr de continuer ?» Ça, c'est exactement comme piloter un avion de chasse aux limites de ses capacités. Un exploit technique donc, mais avec un coût environnemental. Véhicules, personnel et infrastructures, le tout en plein désert. Bloodhound reconnaît cet impact, mais parie sur l'avenir et les vocations que va créer la voiture. Ce projet inspire les gens à se lancer dans l'ingénierie. On veut réduire les problèmes de l'avenir avec des ingénieurs qui développeront des nouvelles technologies. On sera plus rapide, plus efficace, avec une empreinte carbone neutre. Et ça passe par le développement et le design. C'est l'ingénierie qui va permettre tout ça. Si on arrive à inspirer les gens, on remplit notre rôle. La première phase de test achevée, Bloodhound sera de retour en Angleterre pour 1 an et demi. Prochain arrêt dans le désert sud-africain prévu pour l'été 2021, avec cette fois un moteur de fusée en plus et l'espoir de franchir le mur du son et pulvériser le record du monde. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin d'après-midi à chacun et à tous.